réjouis moi aussi de voir l'assistance aussi nombreuse et je remercie l'Académie de l'espace d'avoir organisé cette séance sur la cosmologie, un sujet qui normalement nous entraîne très au-dessus de l'air et même très au-dessus de l'espace, mais il y a tout de même un lien puisque certains des instruments qui nous permettent de sonder l'univers à très grande échelle sont en orbite dans l'espace et même certains ont été placés sur des ballons dans l'atmosphère, donc il y a un lien tout de même. Alors, la cosmologie, dans cette introduction, justement, j'ai choisi de faire plutôt une sorte d'historique, puisque la cosmologie est une très ancienne discipline de l'esprit humain. C'est l'étude et chercher à comprendre la structure de l'univers dans son ensemble, et dès que l'homme a tenté de penser l'univers de façon rationnelle, il a fait de la cosmologie. Mais on verra rapidement que la cosmologie n'est devenue une discipline réellement scientifique qu'au début du XXe siècle, il y a tout juste en fait un siècle, grâce à la conjonction d'une théorie enfin efficace pour traiter des grandes questions de la structure de l'univers à grande échelle, espace-temps, matière, énergie, c'est-à-dire la relativité générale d'Einstein, et pour la première fois des grands télescopes et des grands moyens observationnels qui ont permis effectivement de sonder l'espace à très grande échelle et de s'apercevoir que notre univers était beaucoup plus vaste que notre seule petite voie lactée. Bien. Je rappelle aussi l'origine du mot cosmologie. Certains d'entre vous probablement la connaissent. Initialement, le mot cosmos signifie beauté, ordre, arrangement, esthétique, tout simplement parce que avant que la science dans le bassin méditerranéen ne naisse sous l'égide de personnes comme Pythagore par exemple ou l'école des physiciens de Milet, le mot cosmos était appliqué chez Homère par exemple uniquement pour décrire la beauté et l'ordre et l'arrangement. Et finalement, un terme que l'on retrouve donc dans le terme de cosmétologie, par exemple. Hein, voilà. Et donc, le grand propos, finalement, le départ de la science au 5e, 6e siècle, c'est de faire le pari que l'univers physique n'est pas soumis aux caprices des dieux, comme on peut le lire encore chez Homère ou chez Hésiode, mais obéit éventuellement à des lois rationnelles et intelligibles pour l'esprit humain. Et donc, on va appliquer le mot cosmos pour décrire l'univers physique, c'est le grand début de la cosmologie. Bien, alors voilà, dans ma diapositive d'introduction, vous voyez trois étapes sur lesquelles donc, je vais disserter. Une étape qui nous renvoie donc aux origines de nos réflexions sur l'univers, parce qu'une partie de la cosmologie consiste évidemment également à savoir mesurer l'univers de proche en proche, donc un procédé qui a commencé dès la plus haute antiquité, et puis le XVIIe siècle, c'est une période clé dans toute l'histoire de l'astronomie et de la science en général, puisque c'est l'époque de la grande révolution initiée par Copernic, poursuivie par Kepler et Galilée, et qui se culmine avec Newton. Et puis, le XXe et XXIe siècle, c'est évidemment l'avènement des nouvelles théories, relativité générale, physique quantique, et les grands instruments dont nous disposons aujourd'hui pour sonder la structure de l'univers. Alors, pour pouvoir parler rationnellement du cosmos et commencer à le mesurer, il faut évidemment faire appel à la géométrie. Donc, je rappelle ici très brièvement les débuts de la géométrie dans le bassin méditerranéen, avec Thalès, la célèbre histoire de Thalès qui va en Égypte et qui fait cette réflexion admirable sur la façon de mesurer les hauteurs de bâtiments, par exemple des hauteurs de pyramides, en mesurant la hauteur des ombres, donc c'est le fameux théorème des triangles semblables de Thalès. Ensuite, vous avez l'illustration du théorème de Pythagore, la fameuse fresque de l'école d'Athènes, donc de Raphaël, où on voit l'aréopage de tous les grands philosophes de l'Antiquité grecque qui se sont succédés en plusieurs siècles et qui tous ont eu leurs propres idées sur l'univers, en rappelant également la fameuse devise qui était à l'entrée de l'Académie de Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors, donc, un petit rappel, donc la mesure de l'univers avant d'aborder les grandes questions structurelles globales de l'espace-temps, qui seront d'ailleurs essentiellement développées par mes amis qui vont suivre, puisque
puisque en fait ces grandes questions les plus fondamentales, l'univers a-t-il une origine, l'espace est-il fini ou infini, commencent à être accessibles seulement avec les outils modernes. Donc dans mon historique, ça jouera un rôle moins important. Je vais commencer par parler justement de la façon dont progressivement on a commencé à estimer les distances dans l'univers. Voilà. Donc je rappelle que voilà, un petit peu l'âge d'or de la science grecque s'est fait autour d'Alexandrie, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et disons le 2e siècle après Jésus-Christ, avec donc cette succession de noms que vous connaissez tous. Donc je rappelle brièvement la mesure de la circonférence terrestre qui a été accomplie par le génial Ératosthène. Vous connaissez très probablement cette belle histoire où Ératosthène fait le raisonnement que le jour du solstice d'été, donc le 21 juin, dans la ville du sud de l'Égypte, la ville de Sienne, qui aujourd'hui correspond à Assouan, mais qui est précisément sur le tropique, eh bien, les rayons du soleil sont exactement verticaux à midi, tandis qu'à Alexandrie, un peu plus au nord, et qui a le bonheur de se trouver plus ou moins sur le même méridien, il y a une ombre, et donc on mesure la longueur de l'ombre, on en déduit l'angle, qui est l'angle en fait sous-tendu depuis le centre de la Terre entre la distance angulaire entre Alexandrie et Sienne. Et donc il trouvait cet angle, il trouve que cet angle est égal à 7 degrés 10, c'est 1/50e de 360 degrés, 1/50e de la circonférence terrestre. Donc il lui suffit après de mesurer en distance réelle la distance entre Sienne et Alexandrie, et il fait appel donc à tout un ensemble de données sur lesquelles il fait une moyenne, il interroge les caravaniers, il interroge ce qu'on appelle les bématistes, qui étaient des marcheurs professionnels qui comptaient les pas pour mesurer la longueur des routes, il consulte les cadastres, etc. Et bref, il trouve donc la circonférence de la Terre égale à 250 000 stades, c'est-à-dire donc une valeur extraordinairement proche de la valeur moderne. Donc premier grand exploit, fondé sur des raisonnements géométriques extrêmement simples, grâce à qui? Grâce à Euclide, évidemment, l'un des premiers savants qui était appelé à la bibliothèque d'Alexandrie. Également, un quasi contemporain, Aristarque de Samos, lui, va encore au-delà, toujours par des méthodes géométriques très élégantes, très astucieuses, et il commence à essayer de déterminer les distances respectives de la Terre, de la Lune et du Soleil, donc notamment l'observation de la Lune à son premier quartier, lorsque l'on peut voir en même temps le Soleil au-dessus de l'horizon, cela arrive parfois, et donc vu depuis la Terre, si l'on mesure l'angle entre les deux directions, la simple trigonométrie nous dit que le cosinus de l'angle, c'est le rapport des distances Terre-Lune, Terre-Soleil, et donc il fait la mesure, et il trouve que la distance Terre-Soleil est 20 fois plus grande que la distance Terre-Lune. Alors il fait une sous-estimation, parce que la valeur moderne c'est 400 fois, tout simplement parce que la valeur de l'angle qui est extraordinairement proche de 90 degrés, puisque évidemment ici c'est pas à l'échelle, le Soleil est extrêmement loin, donc c'est très difficile de mesurer un angle si précisément près de 90 degrés, et le cosinus varie beaucoup près de 90 degrés. Voilà, donc il sous-estime légèrement. Toujours est-il que par rapport à ce que l'on croyait à l'époque, il trouve que le Soleil est beaucoup plus loin de la Terre que ce que l'on pensait. Donc ce qui agrandissait considérablement l'univers. Par d'autres méthodes dont je n'ai pas le temps de parler, qui utilisaient les éclipses également, il estime les tailles respectives, cette fois-ci non plus les distances, mais les diamètres respectifs de la Terre, de la Lune et du Soleil, et il trouve également que le Soleil est beaucoup plus grand que la Terre. Là aussi, il sous-estime, mais malgré tout, il trouve que c'est beaucoup plus grand que ce que l'on pensait, et finalement, il aboutit à la conclusion, malheureusement dans un manuscrit qui a été perdu, vraisemblablement brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie, mais dont on retrouve des traces dans des commentaires d'Archimède ou de Plutarque, il en déduit que probablement la Terre, toute petite, ne peut pas être au centre du monde comme on le croyait à l'époque, mais c'est doit être le Soleil, la grande lanterne du monde, qui doit être au centre, au centre de l'univers. Donc c'est l'introduction de ce qu'on appellera plus tard le système héliocentrique. Évidemment, ça arrive beaucoup trop tôt dans l'histoire pour que ces idées soient acceptées. Le système héliocentrique, et là on en arrive déjà dans des grandes questions de cosmologie, le système héliocentrique implique en fait un univers beaucoup plus grand que le système géocentrique prôné par Aristote. Et du coup, si la Terre se déplace, pourquoi ça implique un univers plus grand? Parce que dans le système héliocentrique, la Terre est en mouvement, elle n'est pas fixe. Si la Terre est en mouvement, eh bien il doit y avoir un phénomène qu'on appelle la parallaxe,
qui fait que les objets distants doivent changer de position apparente au cours de l'année. Hein, vous voyez, la Terre tourne autour du Soleil, vous prenez une étoile proche, et bien en deux positions séparées de 6 mois par exemple, ça fait donc une base de 300 millions de kilomètres, et bien par simple effet de perspective, une étoile proche doit se projeter sur un fond plus lointain dans deux positions distinctes. Et à l'époque, ces mesures étaient faites, mais on ne voyait aucun effet, tout simplement parce que l'angle de parallaxe il est extrêmement petit, on n'avait pas les moyens de mesurer de tels angles, et donc sur cet argument, que l'on ne voyait rien, il n'y avait pas de parallaxe, donc très probablement l'idée d'une Terre mobile n'était pas bonne, et c'est sur cet argument que Archimède va désavouer le système d'Aristarque, et le système d'Aristarque sera oublié. Alors malgré tout, la science va continuer toujours à Alexandrie, donc vous avez les grands noms, Hipparque, etc. Puis vous savez qu'un petit peu le couronnement de l'astronomie grecque, c'est Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, donc on est quand même 400 ans après Aristarque et après Ératosthène. Donc Ptolémée, savant universel, il fait de l'astronomie, bien entendu, le fameux traité qui s'appelle l'Almageste, dans lequel il met au point finalement une explication mathématique du mouvement des planètes fondée sur le système géocentrique, bien entendu, on a totalement oublié Aristarque de Samos, avec des choses géométriques assez astucieuses, des combinaisons de cercles, qu'on appelle des épicycles, et qui sont satisfaisantes à l'époque parce que ça reproduit avec la précision de l'époque, ça reproduit très très bien les mouvements célestes, ça permet de prédire les choses, les éclipses, on peut faire des tables astronomiques prédisant les conjonctions planétaires et tout un ensemble de choses, donc c'est un système efficace, donc la science c'est ça, on adopte le modèle tant que le modèle est efficace. Et puis également, Ptolémée est un grand géographe, il entreprend de remesurer à sa façon la circonférence de la Terre, et il ne fait pas le même calcul que Ératosthène, et il trouve que la Terre n'est pas si grande que ça. La circonférence terrestre, il estime à environ 25 000 km et non pas 40 000 km. Ça aura des répercussions historiques très importantes, puisque c'est cette valeur qui va rester un petit peu dans l'histoire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, au XVe siècle, Christophe Colomb va décider d'entreprendre, de faire le tour du monde, d'aller aux Indes en passant de l'autre côté, parce qu'il pensait qu'effectivement la circonférence de la Terre était 25 000 km. Enfin, à l'époque, on parlait pas en kilomètres, peu importe. S'il avait su que c'était 40 000, peut-être qu'il n'aurait pas entrepris si rapidement le voyage. Bien. Alors, comme vous le savez, je reviens donc à cette époque-là. Après, il y a une sorte de période un petit peu d'obscurité sur le plan de la science, où en Occident, on oublie un petit peu tout le savoir ancien, la science grecque est oubliée. Il y a des conceptions mystico-religieuses qui prennent le dessus avec les premiers pères de l'Église chrétienne. Je vous montre ici deux représentations esthétiquement étonnantes du cosmos, mais qui n'ont évidemment plus rien à voir avec la science et la géométrie grecque. Une représentation due à un moine tibétain, Cosmas Indicopleset du VIe siècle, où on voit que la forme de l'univers sous la forme d'un tabernacle, et Jérusalem est au centre du monde, et puis ici une version plus poétique et plus mystique de la fameuse île de garde de Bingen. Bien, alors grâce aux Arabes, le flambeau de l'astronomie grecque a été sauvegardé. Puisque après la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, une partie des manuscrits scientifiques a été sauvée, et se sont retrouvés notamment à la Maison de la Sagesse fondée à Bagdad par le calife Haroun al-Rachid, et les premières traductions en arabe, donc de l'Almageste, notamment de Ptolémée, sont faites. Et puis il y a tout un développement de l'astronomie arabe sur plusieurs siècles, avec des noms que la plupart des gens ne connaissent pas aujourd'hui. Il n'y a que les historiens des sciences arabes qui connaissent ces noms, mais qui ont joué un rôle absolument fondamental, puisqu'on ne remet pas en question complètement le géocentrisme, mais tout de même on commence à critiquer les détails du système de Ptolémée. Voilà. Et j'ai mentionné ici un nom encore moins connu, c'est l'établissement de tables astronomiques élaboré par le prince Ulugh-Bek, qui était le petit-fils de Tamerlan, le célèbre et terrible conquérant, qui a fondé un observatoire extraordinaire à Samarcande, 150 ans avant le premier observatoire de Tycho Brahe, avec notamment un cadran géant de 40 mètres de diamètre, 40 mètres de rayon, vous imaginez sa structure,
pour mesurer avec une grande précision les hauteurs des arbres. Et pour les personnes qui auront la gentillesse de lire quelques-uns de mes ouvrages, je peux vous annoncer que mon prochain livre à apparaître au printemps sera la biographie un petit peu romancée du prince Ulugh Bey. Bien. Et finalement, grâce justement à cette transmission du savoir arabe en Occident, les premières traductions en latin, cette fois-ci, des ouvrages arabes sont faites, et Aristote est en quelque sorte retrouvé, réhabilité, réadapté un petit peu à la sauce de la théologie chrétienne, puisque par exemple, on considère qu'au-delà de la sphère des étoiles fixes, qui dans le système des Grecs était censé marquer les limites physiques de l'univers, les théologiens placent ce qu'ils appellent l'empyrée, qui va être la demeure des bienheureux, des anges, et de Dieu, et on a donc ce système extrêmement hiérarchisé, donc centré sur la Terre, et le Soleil est au milieu, trône au milieu des planètes, entre la Terre et les étoiles fixes. Et on commence à se demander, mais quelle est la taille finalement de cet univers? C'est évidemment un univers relativement petit, mais tout de même, quelle est la distance des étoiles fixes? Alors comme on n'a pas accès au parallaxe, on ne fait que des estimations essentiellement philosophique ou religieuse, et on trouve par exemple dans un traité du XIIe siècle du grand philosophe Maïmonides une estimation de la distance des étoiles fixes. Il estime que voilà, il faudrait 8700 ans de marche à raison de 40 lieues par jour pour atteindre le paradis finalement. Hein. Voilà, ce qui fait passer un certain temps dans le purgatoire, qui fait le trajet depuis la Terre jusqu'à l'Empyrée. Donc finalement, le ciel est à distance raisonnable. C'est pas tout près quand même, il faut faire un effort, mais c'est à distance raisonnable. Bon, donc là, évidemment, on est très loin des mesures physiques, mais on est dans une sorte de théologie chrétienne. Alors comme vous le savez sans doute, donc, il y a un retour au système héliocentrique, grâce donc à Nicolas Copernic, et donc son fameux traité, La Révolution des orbes célestes, publié donc en 1543, l'année même en fait de sa mort, puisqu'il commencera à y travailler dès les années 1510, mais il aura beaucoup de réticence à publier, non point, comme on le lit parfois, parce qu'il avait peur des réactions de l'Église, au contraire, il était encouragé par sa propre Église, puisqu'il était chanoine de l'Église catholique romaine, à une époque où il y avait le début de la Réforme, il commençait à y avoir pas mal de luttes intestines au sein de la chrétienté, tout simplement parce que c'était un perfectionniste et qu'il estimait que voilà, son système n'était pas encore vraiment au point, mais il a fallu donc qu'il soit encouragé par beaucoup pour finir par publier cet ouvrage-là. Et regardez ce diagramme historique, c'est le premier diagramme tracé dans l'histoire, imprimé dans un livre où on voit le Soleil au centre de l'univers. C'est le diagramme original de Copernic, et la Terre est donc bel et bien en troisième position avec la petite lune qui tourne autour. Voilà. Donc c'est le début d'une première grande révolution astronomique et cosmologique. Ce n'est que le début d'une révolution, hein, puisque d'abord Copernic ne va quasiment pas être lu, ne va pas être compris, et puis vous voyez qu'en fait il change la position essentiellement de la position relative, hein, de la Terre et du Soleil, mais il ne change pas l'ordonnancement des orbites planétaires sous forme de cercle, par exemple, et il ne change pas l'idée que les étoiles fixes marquent la limite de l'univers, donc il y a un univers fini mais qui a un bord, ce qui va poser un certain nombre de problèmes, comme je vais expliquer très bientôt. Mais très rapidement, les idées nouvelles apparaissent. Voici donc un diagramme, peinturluré un petit peu plus tard, qui date de 1576. C'est dans un traité d'un astronome anglais qui s'appelle Thomas Dix, une parfaite description des orbes célestes selon l'ancienne doctrine des pythagoriciens, revisitée, ressuscitée récemment par Copernic. Et donc on retrouve le système héliocentrique avec le Soleil au centre. Vous voyez la différence tout à fait extraordinaire? Les étoiles ne sont plus collées à une ultime sphère qui fermerait l'univers, mais commencent à se répandre dans un espace avec suggestion que peut-être en fait l'espace est infini. Vous savez sans doute que cette idée a été reprise notamment par Giordano Bruno, qui a payé de sa vie cette idée-là, puisque l'infinité de l'univers avec tout un ensemble de conséquences, des conséquences astronomiques, mais donc également des conséquences philosophiques, voire des conséquences théologiques. L'une des conséquences astronomiques prônées par Giordano Bruno, c'était la pluralité infinie des mondes habités, à partir du moment où l'univers était rempli d'un nombre infini d'objets célestes, d'étoiles, il devait y avoir un nombre également infini de planètes, donc des planètes ressemblant éventuellement à la Terre. On retrouve la problématique actuelle des fameuses exoplanètes, qui sont aujourd'hui l'un des
des aspects les plus intéressants de l'astronomie d'aujourd'hui et qui ressuscite de façon scientifique cette fois-ci l'hypothèse de la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Bon, à l'époque de Giordano Bruno, c'était encore bien dangereux de penser à cela. Toujours dans cette période magique de la révolution astronomique qui commence avec Copernic en 1540 et qui s'achève provisoirement avec Newton un siècle et demi plus tard, on a l'immense Johann Kepler, qui est un des esprits les plus fulgurants de toute l'histoire des sciences, tout domaine confondu, parce qu'il ne s'est pas cantonné simplement à faire de l'astronomie. Je n'ai pas le temps de vous parler de la vie de Kepler, mais j'ai écrit de nombreux ouvrages dessus. Il essaie de mesurer l'univers à sa façon, toujours en utilisant la magie de la géométrie, ce qu'il appelle l'harmonie du monde. C'est une harmonie géométrique, notamment un premier système du monde qu'il propose en 1596 est fondé sur des emboîtements particuliers des 5 solides platoniciens, les 5 polyèdres réguliers de la géométrie ordinaire qui s'emboîtent d'une façon unique et il pense retrouver la distribution des orbes planétaires à travers cela. Après, il révisera cette conception, on peut rendre hommage une fois de plus à Kepler pour son honnêteté intellectuelle. Il obtient des données nouvelles obtenues essentiellement par le grand astronome danois Tycho Brahe et son contemporain qui mettent à mal son système théorique qui s'accorde mal aux nouvelles observations et il est capable de changer de système et il découvrira notamment les trajectoires des ellipses planétaires et ainsi de suite. Mais l'argument cosmologique majeur proposé par Kepler, c'est une grande énigme de la cosmologie, aujourd'hui résolue bien entendu, qui s'appelle le paradoxe de la nuit noire. Pourquoi la nuit est-elle noire? Alors on a tendance à penser que c'est une question enfantine, complètement idiote, la nuit est noire parce que le soleil est couché, etc. Oui, mais dans le cadre d'une cosmologie éternelle et infinie, un espace infini rempli infiniment d'étoiles et de l'univers éternel, eh bien Kepler fait les raisonnements suivants, c'est une page extraite de son épitomée de l'astronomie copernicienne. Si l'espace est infini éternel, eh bien en fait, en quelque direction que l'on regarde, la ligne de visée finirait toujours par rencontrer une étoile. D'accord? En quelque direction. Donc finalement, la nuit serait absolument éblouissante, serait tapissée d'un gigantesque soleil qui serait constitué de toutes les étoiles à distances différentes qui tapisseraient l'univers. Il faut résoudre cette énigme de la nuit noire et Kepler choisit tout simplement la solution de l'espace fini et donc si l'espace est fini, il y a forcément une limite au-delà de laquelle on ne peut pas voir, il y a des interstices entre les étoiles et donc il y a du noir. Alors on verra que c'est pas forcément la seule solution possible. En attendant, son grand contemporain Galilée, lui pour la première fois il utilise le télescope et évidemment il découvre ce que l'œil humain ne peut pas voir, les satellites de Jupiter, le relief de la Lune, etc. Puis un grand nombre d'étoiles qui sont invisibles à l'œil nu, forcément ça agrandit la perspective sur la taille possible de l'univers. Et puis également derrière une discussion profonde sur les systèmes du monde qui sont en compétition. Le système de Copernic n'est pas encore adopté, il reste en compétition avec le système de Ptolémée, et puis un système intermédiaire proposé par Tycho Brahe dont je n'ai pas le temps de parler. Et bref, Galilée, qui est resté prudent à peu près toute sa vie, finit par prendre le risque de prendre fermement parti pour le système de Copernic en 1632, ce qui occasionnera donc son fameux procès et sa prudente réfutation. En ce qui concerne le problème de l'infinité du monde, eh bien, il dit de façon très pertinente, il y a encore non décidé, et il rajoute, je crois que cela le restera toujours pour la science humaine, si l'univers est fini ou infini. Voilà. Alors la première partie, c'est vrai, il était absolument non décidé du tout, c'est encore non décidé aujourd'hui, mais comme on le verra, on a peut-être en fait des outils permettant de dire non pas que l'univers est infini, ça on ne le saura jamais, en revanche peut-être que l'univers est fini, et peut-être qu'on pourrait trouver des traces de la finitude dans cet univers. J'en dirai un mot très très bref tout à l'heure, et je suis sûr que mes collègues peut-être en diront davantage. Je continue mon histoire avec le monde de Descartes. Voilà, notre grand philosophe était aussi un prodigieux mathématicien et également un cosmologiste, un cosmologue, très influencé notamment par les idées de Galilée, et il met au point un nouveau système du monde dans lequel les étoiles, comme le Soleil et les autres étoiles, sont au centre de sortes de tourbillons d'espace, de tourbillons de terre, qui entraînent donc les planètes dans leur mouvement. L'originalité de ce système, même si physiquement ça ne marche pas, la théorie des tourbillons de Descartes, c'est que ça prend place au sein d'un espace infini également, puisque donc, chaque étoile est un soleil au centre d'un tourbillon,
Et voici donc un des schémas que Descartes n'avait pas osé publier de son vivant, à cause effectivement voilà, du danger de ces idées encore jugées hérétiques par l'Église. Et donc ce sera post-mortem que son traité sur le monde sera publié. Alors bien, il y a Isaac Newton, lui en Angleterre, qui met un petit peu le couronnement provisoire, en tout cas sur cette série de petites révolutions scientifiques, qui aboutit finalement à une immense révolution scientifique, la publication donc des Principia, les principes mathématiques de la philosophie naturelle, publié en 1687, où non seulement il explicite les lois de la gravitation, les lois de la mécanique classique telles que nous les connaissons, mais finalement tout ça, ça prend place dans un cadre mathématique qu'il définit, qui est finalement celui de l'espace infini, l'espace euclidien, le seul que l'on connaissait d'ailleurs à l'époque, à 3 dimensions. Et donc voilà, on a un passage finalement que certains historiens ont appelé le passage du monde clos à l'univers infini, le monde clos des anciens, un monde fini, fermé, etc., relativement petit à la mesure de l'homme, à un espace infini qui devient donc totalement démesuré. Et vous imaginez toutes les répercussions philosophiques, évidemment, l'angoisse des espaces infinis qui m'effraie de Pascal, etc., qui peut venir de ces choses-là. Alors en tout cas, on a maintenant une nouvelle base rationnelle pour aborder donc les grandes questions de l'univers. Alors, vous connaissez évidemment cette célèbre gravure adaptée par Camille Flammarion à partir d'une esquisse médiévale et plus tard coloriée, où finalement, voilà, c'est un petit peu le symbole, on quitte enfin le domaine des apparences, la prétendue sphère des étoiles fixes, et le philosophe, le savant, à l'époque, les scientifiques s'appelaient encore des philosophes, parce que ça s'appelait la philosophie de la nature. Hein. Voilà. Il est capable de voir au-delà, finalement, des apparences, au-delà de la sphère des fixes, et de commencer à explorer, finalement, les rouages de l'univers, les rouages de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie. Je reviens maintenant sur ma mesure des distances. Donc on a vu circonférence de la Terre, taille de la Terre, distance relative du Soleil et de la Lune. Grâce aux lois de Kepler, on a les proportions relatives, les distances relatives des orbites planétaires, mais il manque encore l'étalon de base, que aujourd'hui on appelle l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Voilà, si on a l'unité Terre-Soleil, on la mesure aujourd'hui en kilomètres, à l'époque en lieues par exemple, eh bien on aura réellement les véritables distances, au moins des orbites planétaires, grâce aux lois de Kepler. Et ça a été fait au cours d'une aventure que j'ai racontée également dans un de mes ouvrages, Le Rendez-vous de Vénus. Une méthode géométrique à nouveau, on est toujours dans la géométrie bien entendu, on y restera jusqu'au bout, imaginé par le fameux Edmund Halley, c'est le Halley de la comète, contemporain de Newton, qui a expliqué qu'en fait, en observant les passages de la planète Vénus devant le disque du Soleil, des passages qui se produisent seulement par paire, séparés de 8 ans, à peu près tous les 120 ans. Donc il y en a à peu près 2 par siècle, donc il ne faut pas les rater ces passages-là. Mais il dit que si on observe la traversée de la planète Vénus sur le disque du Soleil en des lieux différents à la surface de la Terre, donc par des effets de parallaxe, etc., on peut mesurer la distance Terre-Soleil. Donc un grand nombre d'expéditions en 1761 et 1769, les 2 dates des passages sont organisées aux 4 coins de la planète avec des aventures extraordinaires que j'ai racontées par ailleurs, et finalement donc les astronomes, donc notamment en France l'astronome Jérôme Lalande, rassemblent les observations et en déduit avec une certaine barre d'erreur la distance Terre-Soleil comprise entre 144 et 155 millions de kilomètres, ce qui est finalement une bonne fourchette, puisque vous savez que la distance moyenne c'est 150 millions de kilomètres. Donc on a enfin un bon étalon de distance qui permet de commencer à arpenter réellement le système solaire. Il manque encore la distance des étoiles proches. Et là, on revient au phénomène de la parallaxe. L'explication géométrique, donc comment on peut mesurer les distances des étoiles proches. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on commence à avoir des mesures suffisamment précises pour mesurer les très petits angles. Parce qu'évidemment, ici, ce n'est pas du tout à l'échelle, les angles parallactiques sont extrêmement petits, et donc il faut des instruments d'une grande finesse. Donc finalement, la première parallaxe est estimée par Bessel en 1838, concernant donc les étoiles situées à quelques années-lumière. Et aujourd'hui, donc,
je fais un bond aujourd'hui avant de revenir après dans le passé, on utilise encore cette méthode de la parallaxe pour mesurer les étoiles pas trop distantes. Alors, par exemple, vous savez que l'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, elle est située à 4,4 années-lumière. Et puis vous savez sans doute qu'en décembre 2013, il y a un peu plus d'années, a été lancé à Kourou, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, un extraordinaire télescope qui s'appelle le télescope Gaia, qui fonctionne par la méthode des parallaxes et qui, dans son programme d'observation pour quelques années, va être capable de mesurer les distances de 20 millions d'étoiles jusqu'à une distance de 100 000 parsecs, à peu près 300 000 années-lumière. Donc une méthode extraordinairement précise pour arpenter l'univers. Ça nous paraît proche, ça nous paraît lointain, 300 000 années-lumière, mais encore à l'échelle de l'univers dont je vais parler, ce n'est encore que la porte à côté. Alors, on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, avec maintenant le premier soupçon que peut-être il n'y a pas une seule voie lactée dans l'univers, qu'il y en aurait d'autres. Alors en fait, c'est une hypothèse qui a été émise par un philosophe un peu mystique anglais qui s'appelle Thomas Wright. Il émet donc cette hypothèse originale en 1750, accompagnée de dessins tout à fait étonnants. Et cette hypothèse, comme vous le savez sans doute, a été reprise par Kant, le philosophe, dans sa théorie du ciel, et puis par d'autres penseurs, comme notamment Lambert. Mais à cette époque, évidemment, ça reste une spéculation purement philosophique. On n'a pas les moyens de prouver cette hypothèse. On appelait l'hypothèse des univers-îles. On va appeler à cette époque une autre voie lactée, ce serait un univers. Voilà, c'est une façon un peu restrictive de définir les univers, puisque tout à l'heure Jean-Philippe vous parlera des multivers, ça c'est quand même tout à fait à une autre échelle. Hein. Voilà, donc l'hypothèse des univers-îles. Alors cette hypothèse va commencer à prendre un petit peu de la solidité lorsque on construit des télescopes de plus en plus perfectionnés, notamment donc William Herschel, il commence à disposer de télescopes un peu plus puissants, commence à imaginer la structure possible de notre Voie lactée, et puis on voit dans ces télescopes-là tout un ensemble d'objets qui sont des nébulosités, on appelle ça des nébuleuses, et on ne sait pas mesurer leur distance, et donc on ne sait pas trop si ce sont des amas d'étoiles, des nuages de gaz appartenant à notre Voie lactée qui serait unique dans l'univers, ou si ce sont précisément les fameux univers-îles proposés par les philosophes du siècle précédent. Toujours à cette époque, eh bien, le paradoxe de la nuit noire, qui avait été repris par un astronome qui s'appelait Olbers, on avait un petit peu oublié la prédiction de Kepler, est résolu. Et non pas par un savant, mais par un écrivain qui est Edgar Poe, tout simplement. Voilà, Edgar Poe, à la fin de sa vie, écrit un petit traité de vulgarisation qui s'appelle Eureka. On y trouve un petit peu tout et n'importe quoi, mais on y trouve quand même quelques intuitions fulgurantes. Et Edgar Poe comprend en fait que la nuit est noire parce que c'est pas nécessairement l'espace est fini, mais c'est le temps du passé qui est fini. Entre-temps, on a mesuré la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, donc on sait qu'il y a un décalage. Il faut attendre, quand on observe loin dans l'espace, il y a un décalage temporel, on observe loin dans le passé, puisqu'il faut attendre que les rayons lumineux nous parviennent. Et Edgar Poe dit tout simplement, l'univers n'est peut-être pas éternel, les étoiles n'existent pas depuis toujours. Donc il suffit de mesurer, d'aller suffisamment loin dans l'espace, on remontera dans le passé à une époque où les étoiles n'existaient pas encore. Donc il doit y avoir des vides entre les étoiles, avant qu'elles ne naissent, et ça explique la noirceur de la nuit. Voilà, donc c'est la finitude du temps qui explique la nuit noire selon Edgar Poe. Et en fait, c'est l'une des explications de la cosmologie relativiste moderne, avec l'existence de ce qu'on appelle un horizon cosmologique, qui est un horizon temporel. Étape géométrique absolument fondamentale au XIXe siècle, c'est la découverte de ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes. C'est-à-dire on va s'armer d'outils mathématiques pour explorer maintenant des possibilités géométriques sur la nature de l'espace, sa forme, son extension, etc., que ne permettait pas la géométrie euclidienne, et qui du coup n'apparaît plus qu'un cas extrêmement particulier. Alors, vous connaissez certainement ces noms, Riemann, Gauss, Lobachevsky, qui ont exploré donc ces nouvelles géométries, et finalement, la géométrie ordinaire euclidienne, qui ici j'ai réduite à celle d'un plan à 2 dimensions, mais valable dans n'importe quel nombre de dimensions, dans lesquelles on a les lois que l'on apprend encore à l'école, qui sont des zones d'un triangle, des parallèles, etc., ne devient plus qu'un cas extrêmement particulier des géométries les plus générales,
qui sont des géométries qui ont de la courbure. Alors on peut avoir une courbure positive, ce qui est le cas à la surface d'une sphère par exemple, avec la somme d'un triangle qui est toujours supérieur à 180 degrés, ou à la surface l'intérieur d'une selle de cheval, par exemple, on appelle ça une surface hyperbolique, avec donc une courbure négative, où donc les lois de la géométrie sont différentes, mais ce sont des géométries parfaitement consistantes sur le plan mathématique. Reste à savoir si ces géométries peuvent être appliquées à la description de notre univers physique et de notre univers réel. Évidemment, au XIXe siècle, encore un peu tôt, on commence à avoir les outils mathématiques, mais on n'a pas du tout d'observation pour tester. L'intérêt également de ces géométries non euclidiennes, c'est de proposer pour la première fois des modèles cohérents d'espaces finis, mais qui n'ont pas de bord, et donc qui suppriment le paradoxe du bord. Parce que quand les anciens disaient on a un univers fini avec un bord représenté par la sphère des étoiles fixes, il y avait un paradoxe évident, qui avait été noté tout de suite par les penseurs de l'époque. Si on va au bord de l'univers, qu'on lance une flèche, un javelot, ou qu'on étend le bras, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça agrandit l'univers? En tout cas, c'est pas un bord. Ou est-ce que ça se dissout dans le vide? C'est pas très satisfaisant. Donc évidemment, ces notions d'espace fini sans bord maintenant prennent une consistance mathématique. Donc très rapidement, je vous donne l'exemple de la généralisation de la sphère à 3 dimensions, qu'on appelle l'hypersphère. Je rappelle évidemment, la sphère, c'est bien un espace à 2 dimensions qui est fini et sans bord, puisque la finitude se voit à travers notamment la ligne droite qui est un grand cercle, donc il y a une longueur finie, ça n'a pas de bord, aucun grand cercle n'est interrompu, on ne tombe pas dans le vide lorsqu'on fait le tour de la Terre en ligne droite, donc c'est bien une surface finie sans bord, que l'on peut tout aussi bien représenter de façon peut-être plus astucieuse par cette carte en projection polaire, où on a les deux hémisphères aplatis par la carte simplement, et on a ici les deux frontières, ce sont des frontières fictives, c'est juste l'équateur qui est évidemment le même des deux côtés, donc c'est pas un bord de l'univers, et donc on retrouve bien le fait qu'on va le long d'un méridien en ligne droite en partant du pôle nord, on passe par le palais de la découverte ici, puis on arrive évidemment à l'équateur, quand on est là, c'est le même point, on continue et on finit par boucler le trajet. Bien, bon, muni de cette représentation géométrique simple, carte en coordonnées polaires, on rajoute une dimension pour représenter cette fois-ci l'hypersphère en coordonnées polaires. Et l'hypersphère, au lieu d'écrire une équation mathématique, on montre tout simplement ceci. L'hypersphère peut être représentée dans ce système de projection par deux volumes sphériques qui représentent d'une certaine façon l'hyper-hémisphère nord, l'hyper-hémisphère sud, qui sont collés ensemble par leur surface. L'équateur devient une surface, une sorte d'hyper-équateur. Voilà. Et donc on retrouve le fait que cette fois-ci on est dans un volume, cette fois-ci tridimensionnel, fini, et quand on circule droit devant soi, ici, il y a un moment où, sans s'en rendre compte, en fait, on est à l'équateur, c'est-à-dire on est là, on continue son chemin, et toujours sans jamais faire demi-tour, un jour, on accomplit éventuellement une grande boucle dans l'espace et on est revenu à la maison. Donc on était bel et bien dans un volume fini sans bord, c'est une hypersphère. Bien, reste à savoir si l'hypersphère peut être un modèle correct pour décrire la réelle structure de notre univers. Deuxième révolution mathématique, toujours au XIXe siècle, ça s'appelle la topologie, c'est-à-dire une discipline fascinante de la géométrie qui permet notamment de classer les formes différentes d'espace. Et on voit bien la différence entre la mesure des distances et la topologie. La topologie est indépendante de la mesure des distances. La mesure des distances, on est par exemple le théorème de Pythagore. Donc si vous voulez mesurer les distances dans un plan, vous avez par exemple la distance donnée par le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle. Mais vous voyez que si vous prenez une bande plane et que vous collez deux bords pour en faire un cylindre, vous avez un triangle qui vous semble tordu et pourtant le théorème de Pythagore est toujours valable. Donc c'est une surface qui est localement euclidienne. Elle ressemble tout à fait au plan euclidien pour les questions de métrique, mais en revanche, globalement, c'est tout à fait différent, puisque le cylindre est infini dans une direction et fini dans cette direction-là. Et puis vous continuez, vous coupez votre cylindre et vous collez les cercles opposés et vous obtenez ce qu'on appelle le tore plat, qui est une surface finie, sans bord, avec une métrique également localement euclidienne, et c'est un autre exemple que la sphère d'un espace fini et sans bord. Précisément, un astronome, un grand astronome allemand, qui s'appelle Karl Schwarzschild, celui qui découvrira un peu plus tard une première solution exacte des équations de la relativité, qui s'appliquera pour décrire la structure de l'espace-temps, notamment autour des trous noirs statiques, solution de Schwarzschild. Il a cette idée extraordinaire en 1900, donc on est avant l'avènement de la relativité. Il commence à comprendre un petit peu l'intérêt
la topologie des espaces, et il se dit, ben, l'espace euclidien dans lequel on croit que l'on est, dans la théorie de Newton, etc., pourquoi serait-il infini? Pourquoi ne ressemblerait-il pas, par exemple, à ce qu'on appelle un hypertor? Voilà. Un hypertor, ce n'est jamais que la généralisation tridimensionnelle du tor à deux dimensions. Le tor à deux dimensions, vous le voyez, il s'obtient finalement à partir d'une feuille de papier. Vous collez les bords opposés, vous fermez votre espace en éliminant les bords, vous fabriquez un tor bidimensionnel. Ben, l'hypertor, c'est pareil, au lieu de partir d'une feuille de papier, vous partez d'un cube ou d'un parallélépipède. Par exemple, cette pièce-là, un parallélépipède, c'est un volume fini, ça a des bords. Bon, je supprime les bords en identifiant les parois opposées par des transformations mathématiques très simples qui sont des translations. À partir de là, comme dans un jeu vidéo, si vous voulez, ben, si je me déplace dans cette pièce, dès que je suis là, ou dès que je suis là-haut, je suis là, et je continue indéfiniment sans rencontrer aucun obstacle, et pourtant je suis dans un espace fini, mais qui n'a pas de bord. C'est l'hypertor. Et donc Schwarzschild a cette idée qui peut paraître étrange, que peut-être l'univers réel est un hypertor. Et peut-être que s'il y a des nébuleuses extragalactiques, on n'en est pas sûr à l'époque, hein, ce ne sont peut-être que des images démultipliées de notre seule Voie lactée. Il imagine un système tout à fait étonnant où la structure physique de notre univers, c'est une sorte de cube, mais qui va se répéter parce que les bords sont collés, avec une seule galaxie, la nôtre, et ça va donner l'illusion d'un univers beaucoup plus vaste, parce qu'on voit une mosaïque, parce que ça démultiplie les trajets des rayons lumineux, et on voit donc une multiplicité d'images fantômes. Voilà, une idée tout à fait originale, encore prématurée, comme vous allez le voir, mais qui va reprendre un petit peu du poil de la bête un peu plus tard. On en arrive enfin au socle physico-mathématique de la cosmologie relativiste, dont parleront mes amis. La relativité générale, qui, je le rappelle, donc est une théorie de la gravitation, mais qui remet en cause même les conceptions sur l'espace et le temps, puisque donc inclure la gravité dans la structure géométrique de l'espace-temps implique une courbure de l'espace-temps, et donc les phénomènes de gravitation notamment ne sont plus expliqués par une loi, une force d'attraction universelle, qui ne devient plus qu'une approximation, si vous voulez, en champ faible, mais sont expliqués par une déformation de la géométrie même de l'espace et du temps. Et donc on a ces fameuses équations d'Einstein qui font le lien en fait entre les propriétés géométriques de l'espace-temps, les propriétés locales géométriques, etc., c'est-à-dire la métrique de l'espace-temps dépendant des propriétés de courbure, et le contenu de matière et d'énergie. Ce terme-là s'appelle le tenseur impulsion-énergie. Vous mettez toute l'information sur la distribution de matière et d'énergie dans l'univers. Alors évidemment, ce sont des équations qui ne peuvent être résolues dans toute leur généralité. Il faut après faire des hypothèses simplificatrices, supposer par exemple qu'on a un trou noir unique dans le vide pour trouver une solution exacte. C'est Karl Schwarzschild qui l'a fait. Et puis Einstein lui-même, dès 1917, il s'est dit, ben, je vais appliquer ma théorie pour décrire peut-être la structure globale de l'univers, et donc il élabore un premier modèle dit de cosmologie relativiste. Et on entre enfin dans le sujet d'aujourd'hui, la cosmologie relativiste. Alors dans la cosmologie relativiste, ce sont donc des solutions, des équations de la relativité générale susceptibles de s'appliquer à la description de la structure globale de l'univers. Étant entendu qu'une propriété fondamentale, c'est que si la distribution de matière et d'énergie dans l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire homogène un petit peu partout dans l'espace, il n'y a pas de grands vides et de grands pleins en moyenne, suffisamment grande échelle, et que également ça ne dépend pas de la position, ce sont des propriétés géométriques très importantes qui simplifient considérablement les équations d'Einstein et permettent de trouver des solutions exactes applicables à la cosmologie. Et l'une des implications fondamentales, c'est que la courbure de l'espace doit être constante, en tout cas de garder un signe constant au cours du temps. Donc soit le signe positif, auquel cas on retrouve l'hypersphère de Riemann, en tout cas les géométries à courbure positive décrites par Riemann, où on a forcément des espaces de type fini sans avoir de bord, soit la courbure au contraire négative, on retrouve donc la généralisation tridimensionnelle des espaces hyperboliques, ou soit, je répète, le cas extrêmement particulier donc de la géométrie euclidienne. Alors ici, vous voyez, j'ai mis que dans leurs versions les plus simples, l'espace hyperbolique et l'espace euclidien sont infinis, et puis on va voir très rapidement, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, qu'en rajoutant des hypothèses de la topologie, on peut parfaitement construire des modèles d'espace hyperbolique, des modèles d'espace euclidien, qui sont également finis, sans bord, et qui peuvent éventuellement s'appliquer à la description de l'univers physique. La deuxième chose encore plus fondamentale, la conséquence, si vous voulez,
de la cosmologie relativiste reposant sur l'hypothèse de l'homogénéité de l'isotropie, c'est que, en fait, c'est pas que l'espace qui est courbé, c'est l'espace-temps tout entier qui est soumis au phénomène de gravitation. Et en fait, la courbure du temps implique une véritable dynamique de l'univers. C'est-à-dire que, en fait, l'univers ne peut pas rester statique. Le premier modèle le premier modèle cosmologique relativiste décrit par Einstein était une hypersphère, je vous ai parlé de l'hypersphère, mais qui était statique. Donc c'était un univers fini qui avait un rayon, le rayon de l'hypersphère, un rayon constant qui ne changeait pas au cours du temps, et donc c'était un univers éternel et qui ne changeait pas au cours du temps. En fait, bien après, la cosmologie relativiste moderne va découvrir ces fameuses solutions dont on discute encore, dont on discutait pendant tellement d'années, où on voit, au contraire, on a un rayon de l'univers qui varie au cours du temps. Il peut être en expansion-contraction, en expansion perpétuelle accélérée, et tout cela dépend de plusieurs facteurs, essentiellement la courbure sous-jacente de l'espace, et puis d'un autre paramètre qui s'appelle la constante cosmologique, dont mes collègues parleront plus tard. Donc, très rapidement, maintenant pour finir, finalement, les pères de la cosmologie relativiste moderne, c'est Alexandre Friedmann, le russe, qui découvre les premières solutions des équations d'Einstein avec ces phases d'expansion-contraction. Georges Lemaître, qui commence à imaginer de la physique de l'univers primordial, dans sa théorie qu'il va appeler l'atome primitif, qui fait le lien entre l'expansion de l'espace prévue par la théorie et les observations des astronomes américains, et puis Georges Gamow qui va rajouter les phénomènes de nucléosynthèse et de synthèse de certains éléments chimiques dans les premières phases de l'univers. Hommage bref, trop bref, à l'immense Georges Lemaître, en rappelant simplement deux de ses articles fondateurs, il y en a plusieurs, mais surtout deux, en 1927, donc dans ce premier modèle cosmologique, dans lequel il n'y a pas encore de Big Bang, vous le voyez, mais on a une expansion perpétuelle, il fait la première interprétation des fameux décalages vers le rouge qui sont observés au télescope par les astronomes américains, et il les interprète non pas par un véritable déplacement dû à un effet Doppler, mais par réellement l'augmentation de l'espace au cours du temps. Donc tous les objets dans un espace en expansion, relativement les uns aux autres, s'éloignent les uns des autres. C'est l'espace qui se dilate, non pas les objets qui se déplacent réellement. Et il prédit déjà une loi que l'on appellera plus tard la loi de Hubble. Et en 1931, il va beaucoup plus loin, puisqu'il imagine donc, il propose ce modèle-là, c'est un modèle cette fois-ci à ce qu'on appellera plus tard le Big Bang, c'est un modèle à explosion initiale, que lui il appelle l'atome primitif, une sorte de configuration, dans un article fulgurant qui fait une page à peine à la revue Nature, qu'il appelle la naissance quantique de l'univers. Il imagine qu'au début de son histoire, l'univers est une sorte d'énorme quantum, qui n'est pas infiniment petit évidemment, qui est à peu près la taille du système solaire, et les bribes de physique quantique qui existent à l'époque lui font penser que ce quantum va se désintégrer et va donner naissance à toute la variété des choses, et puis également beaucoup d'intuitions absolument fondamentales qui seront redécouvertes plus tard, notamment le rôle fondamental joué par la constante cosmologique, interprétée pour la première fois par Georges Lemaître comme étant l'énergie du vide. Mais ça, ces sujets seront développés par mes collègues. Mais vous voyez surtout cette proposition d'univers en évolution, une première phase d'expansion décélérée, une phase d'expansion très ralentie durant laquelle il pense que les galaxies ont le temps de se former, et une phase où l'univers s'accélère. Bien. Vous verrez tout à l'heure que le modèle cosmologique standard actuel est très très proche de cette solution, évidemment avec quelques petites améliorations. Je reviens pour finir avec les distances des objets célestes, donc un propos plus astronomique. Edwin Hubble, en 1925, résout en fait le grand débat sur la nature extragalactique ou pas des nébuleuses que l'on voyait au télescope, et grâce à l'observation de certains objets, notamment les céphéides, il prouve que les galaxies, les nébuleuses comme Andromède, sont bel et bien des galaxies à part entière. Aujourd'hui, cette entreprise se poursuit, toujours en observant par exemple ces céphéides, et jusqu'à 100 millions d'années-lumière, on peut estimer les distances des galaxies. Mais évidemment, la grande révolution venant de la cosmologie relativiste et des modèles d'univers en expansion, c'est l'utilisation du décalage spectral vers le rouge pour estimer les distances. Vous savez que, en termes d'effet Doppler, je reviens sur l'effet Doppler traditionnel, vous savez que quand une source se rapproche de vous, les fréquences reçues sont augmentées, donc on a en lumière on a un décalage vers le bleu, et si la source s'éloigne, on a un décalage vers le rouge. Or précisément les observations faites à l'époque par les astronomes américains, on dit souvent que c'est Hubble, mais en fait c'est quelqu'un qui s'appelait Slipher qui a fait les anciennes observations,
bien en fait montrait un décalage quasi systématique vers le rouge des galaxies, semblant faire croire que toutes les galaxies s'éloignaient de nous. Alors il fallait bel et bien une bonne interprétation théorique derrière, et c'est précisément Georges Lemaître qui a fourni cette première interprétation théorique. C'est l'espace, je le répète, qui se dilate, donc qui semble emporter les galaxies. Et on se retrouve donc avec les modèles déjà calculés par Georges Lemaître à la fin des années 1920, qui constituent donc les trois grands modèles possibles de Big Bang, solution simplifiée, certes, puisque ça suppose l'homogénéité des isotropie, mais ça s'accorde assez bien avec les observations. Le fameux modèle en expansion-contraction, qui est un modèle fermé, le modèle en expansion perpétuelle décélérée, et le modèle en expansion perpétuelle avec une phase d'accélération. Aujourd'hui, nous sommes évidemment, grâce aux observations du décalage spectral rouge, dans une phase d'expansion. Reste à savoir maintenant sur quelle courbe 1, 2 ou 3 nous sommes. Alors, mes collègues vous le diront, mais simplement, pour introduire finalement leur exposé, aujourd'hui nous avons des observations permettant de remonter tellement loin dans le passé de l'univers que l'on observe presque les conditions initiales de l'univers. Et vous savez que dans un système physique décrit par des équations dérivées partielles qui ne sont pas trop compliquées, et c'est le cas des équations de Friedmann-Lemaitre, c'est beaucoup moins compliqué que les équations de la météorologie ou de l'hydrodynamique des fluides. Si vous connaissez les conditions initiales à quelques pourcents près, eh bien vous pouvez, avec un certain degré de confiance, extrapoler assez loin dans le futur les solutions. Voilà. Et donc, c'est grâce à l'utilisation, en fait, l'observation de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, notamment, que l'on a maintenant une connaissance extrêmement fine, ce dont nous parlera très précisément Alain Liazelot, avec les données de Planck, sur des conditions pas tout à fait initiales, mais presque de l'univers. Voilà. Donc, je rappelle simplement que dans le schéma standard du Big Bang, on a un univers initial extraordinairement chaud, et pendant à peu près 380 000 ans, il est resté suffisamment chaud pour que la lumière ne puisse pas se propager, elle reste prisonnière de la matière, et subitement, il y a eu un phénomène qu'on appelle la recombinaison, qui font que l'espace devient transparent. Et à partir de là, la lumière se propage dans l'espace, et nous, aujourd'hui, nous sommes baignés dans le rayonnement résiduel de cette première lumière émise par l'univers. Voilà, donc je montre la carte que Alain commentera amplement. Ça représente en fait cette carte-là, ce qu'on appelle la sphère de dernière diffusion. Donc ici, nous sommes là, le Big Bang, il est infiniment loin ici. Ça, c'est le moment où l'univers est devenu transparent, et à partir de là, l'information électromagnétique nous parvient, et on fait une carte aplatie, donc, de ce que l'on observe sur ce qu'on appelle la sphère de surface de dernière diffusion. Et on a aujourd'hui des méthodes qui nous permettent de mesurer la taille de l'univers observable, environ 50 milliards d'années-lumière de rayons. Là, singulièrement agrandi par rapport à l'estimation précédente. Vous pourriez être surpris, vous pourrez me poser la question d'ailleurs, sur le fait que ce n'est, je ne vous ai pas dit, mais vous saurez probablement que l'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années. Vous pourriez penser que le rayon ne peut pas être supérieur à 14 milliards d'années-lumière, or il est supérieur, essentiellement dû en fait à l'expansion de l'espace. Bien, donc je finis très rapidement mon parcours, simplement pour dire que après la cosmologie, une fois que le modèle de Big Bang, le modèle de Lemaître s'est affiné grâce à la découverte du rayonnement fossile, les théories alternatives ont pris effectivement du plomb dans l'aile. Après, la physique des particules, la physique d'énergie est entrée en action, puisque l'univers primitif était très chaud, il y a eu des phénomènes relevant de la physique de très hautes énergies. Donc Englert et Guth et quelques autres, Linde, ont proposé un modèle dit d'inflation, dont parleront mes collègues, qui serait une phase d'expansion initiale de l'univers à très très grande vitesse, disons une phase exponentielle, qui ferait que finalement l'univers se serait tellement dilaté que sa courbure aujourd'hui, à notre échelle, paraîtrait très proche de zéro, ce que les anglo-saxons appellent l'univers plat. L'observation du rayonnement fossile, qui joue maintenant un rôle absolument capital, a commencé de façon très détaillée. Le rayonnement fossile a été découvert en 1965, mais son analyse détaillée a commencé en 1992 avec le satellite d'observation Kobe, qui pour la première fois a montré justement les premiers grumeaux de matière et de lumière qui ont donné naissance à tout ce qui existe aujourd'hui. Et puis donc en 1998, les premiers indices observationnels en faveur d'une accélération de l'expansion cosmique, interprétée aujourd'hui par ce qu'on appelle l'énergie noire, dont la constante cosmologique prônée par Georges Lemaître est l'une des explications qui me paraît la plus simple. Et puis donc, mes collègues développeront amplement l'analyse des données des satellites WMAP et Planck, qui, comme je vous l'ai dit, nous ont fait entrer dans une cosmologie de haute précision, qui nous permet de dire que l'âge de l'univers, de proposer
que l'âge de l'univers est 13,7 milliards d'années, plus ou moins 0,2. Et que surtout la composition de l'univers, pour expliquer en fait la structure précise du rayonnement fossile, eh bien, c'est que l'essentiel de la matière sous forme atomique dans l'univers, les étoiles, le gaz visible, ne représente que 0,5% du total. La lumière ne représente quasiment rien. Les neutrinos représentent à peu près autant que la matière visible, donc tout le reste c'est la matière invisible. Donc il y a de la matière noire ordinaire, faite comme les étoiles, comme nous d'atomes, on appelle ça la matière noire baryonique. On pense qu'il y a à peu près 4 à 5% de cette matière-là. Tout le reste, c'est soit de la matière non baryonique, de la matière atomique, qui commence à poser des questions fondamentales. Quelle est la nature de cette matière-là? Mes collègues développeront évidemment ce sujet. Les estimations actuelles montent à 27%, et manquent encore à peu près les 3/4. Ou un peu plus des 2/3, qui serait sous la forme donc d'une énergie sombre, et ce serait cette énergie sombre, dont parleront mes collègues, qui serait responsable de l'accélération actuellement observée de l'expansion de l'univers. Alors les choses ne sont pas encore tout à fait réglées, puisque évidemment il manque encore un modèle totalement convaincant sur la véritable nature de l'énergie sombre, et en fait c'est l'énergie sombre, la proportion de l'énergie sombre par rapport aux autres formes d'énergie qui gouverne le destin à très long terme de l'univers, et donc selon les modèles très divergents d'énergie sombre que l'on peut avoir, on peut encore supposer différentes évolutions de l'univers, et les nostalgiques d'un univers qui finirait par se recontracter pour donner un Big Crunch peuvent se rattraper avec certains modèles très particuliers d'énergie sombre, où l'énergie sombre finit par redevenir négligeable dans le futur, et l'univers pourrait éventuellement se recontracter. Ça fait partie des grandes questions actuelles de la physique. Une autre question fondamentale sur laquelle nous avons beaucoup travaillé avec mes deux chers collègues là, sur la topologie. On revient sur les grands problèmes de la topologie, par exemple l'univers physique, le vrai univers est-il fini ou infini? Je ne parle évidemment pas de l'univers observable, je vous ai dit que l'univers observable était forcément fini, parce que c'est un pur effet de perspective et d'horizon. L'espace-temps est courbé, donc au-delà d'une certaine distance, on ne peut pas voir. Voilà. Et donc j'ai dit que la taille de cet univers, observable était d'environ 50 milliards d'années-lumière de rayon. L'hypothèse dans l'univers réel, l'univers physique, une hypothèse possible, qu'il soit infini. Le problème, c'est qu'on ne le saura jamais, évidemment, par des observations et des mesures. Alors, une autre hypothèse, c'est qu'il soit fini, sans bord, par exemple une hypersphère, qui peut être plus grande, par exemple, que l'univers observable, auquel cas, également, peut-être qu'on n'aura jamais d'indice observationnel. Et puis, nous avons beaucoup développé avec mes amis, dans les années 90 et les années 2000, des modèles d'univers fini, sans bord, avec des topologies un peu compliquées, qu'on appelle des topologies multiconnexes, qui sont plus petits, en fait, qui pourraient être plus petits que l'univers observable, et donc nous plonger dans certaines illusions d'optique cosmique. Je n'ai pas le temps de vous montrer des simulations qui ont été réalisées par un de nos collaborateurs, Jeffrey Weeks, qui a fait un magnifique logiciel de visualisation de ces espaces aux formes bizarres, qui créent des véritables mirages, des mirages topologiques, qui démultiplient les images des sources lointaines. Tout simplement, très rapidement, pour dire que parmi les candidats possibles, nous avions proposé en 2003, à la suite de certaines observations du télescope de Hubble-UMAP, un modèle particulier d'espace fini sans bord, qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique, qui crée une illusion d'optique, une sorte de mosaïque dodécaédrique qui nous avait permis, à l'époque, avec Jean-Philippe, Alain et puis deux autres collaborateurs, Jeffrey Weeks et Roland Lehoux, de publier donc un article qui, à l'époque, effectivement, avait fait un petit peu sensation dans la couverture de Nature. Il va de soi que le modèle a été extrêmement discuté, étudié, contesté, etc. etc. Je n'ai pas le temps d'en parler, peut-être que Alain aura le temps de parler du statut expérimental de ce modèle-là et de quelques autres modèles que nous avions proposés. Et pour finir, parce qu'il est grand temps que je finisse, et ça j'introduirai plus spécifiquement cette fois-ci les interventions de Jean-Philippe Usan, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent est fondé sur la relativité générale classique, mais il est clair que si l'on veut faire une physique plus complète, il faut faire intervenir également la physique quantique, la physique de l'infiniment petit. Surtout si on veut aborder justement la question de qu'est-ce qui s'est passé vraiment tout près du Big Bang. On a à la fois tout l'univers, donc tous les phénomènes de gravitation, et puis on a forcément des phénomènes de très haute énergie, des hautes températures, des hautes énergies, du très petit, on a la physique quantique. Et donc pour ça, il faut développer de nouvelles théories qui vont au-delà de la relativité générale et qui tentent d'unifier la relativité générale avec la physique quantique, qu'on appelle des théories de gravitation quantique. Il y a plusieurs pistes qui sont suivies, qui sont étudiées. Il y en a une dont on a longtemps et beaucoup parlé, qui s'appelle la théorie
théorie des cordes ou la théorie des supercordes. Il y en a une autre, personnellement je préfère, mais pour l'instant ce n'est qu'une préférence esthétique, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Et simplement pour dire que dans toutes ces nouvelles théories qui sont encore en construction, mais pour lesquelles on n'a malheureusement pour l'instant aucun support expérimental possible, il y a quand même des idées tout à fait nouvelles, extraordinaires qui naissent, et notamment l'idée des multivers. Alors par exemple, pour simplifier grandement, dans la théorie des cordes, vous savez peut-être que pour faire marcher la théorie des cordes, c'est-à-dire expliquer les familles des particules élémentaires par des modes vibratoires d'objets unidimensionnels qu'on appelle des cordes ouvertes ou fermées qui vibrent, ça ne peut fonctionner que dans un cadre spatial avec des dimensions supplémentaires. Voilà. Et donc, dans un cadre spatial, vous avez par exemple 7 dimensions supplémentaires, c'est-à-dire 10 dimensions d'espace, une dimension de temps. Vous trouvez qu'en fait, il y a un nombre gigantesque de solutions de la théorie des cordes, de 10 puissance 500 solutions, qui correspondent à ce qu'on appelle des états de vide quantique. Et on en arrive aujourd'hui, je finirai là-dessus, rassurez-vous, certains en arrivent à l'idée de ce qu'on appelle le paysage cosmique. Ce serait en fait un grand nombre d'états de réalisation du vide quantique qui jouerait un rôle primordial dans la génération plus ou moins spontanée en fait, d'espace-temps-matière qui serait autant d'univers aux propriétés différentes. Et pour conclure finalement, la cosmologie, quand on pense cosmologie moderne, on pense à Big Bang, début de l'univers, ça pose des quantités de problèmes. Qu'est-ce qu'il y avait avant le début de l'univers? Dans la relativité générale classique, on ne peut pas répondre à cette question. Et dans ces nouvelles approches, on commence à avoir des scénarios. Ce n'est pas vraiment encore des théories, mais ce sont des scénarios d'avant Big Bang. Par exemple, celui-là, un scénario d'avant Big Bang où on a par exemple un espace préexistant dans notre Big Bang à nous, qui est en contraction, et au lieu de s'évanouir dans un Big Crunch, il y a un rebond, c'est-à-dire un moment où la gravité devient répulsive. C'est un des scénarios qui vient de ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle, et on a un rebond, et on a la phase actuelle de notre univers, sans savoir si après le futur, ça va à nouveau se contracter, rebondir, et ainsi de suite. Donc vous voyez que toutes les questions de la cosmologie sont à nouveau renouvelées par ces nouvelles approches. Il est temps maintenant que je cède la parole à mes collègues pour développer ces questions-là. Merci.